Ce feu géant, il gagne du terrain depuis plusieurs heures. Et nous, on est sur cette base française sans caserne de pompiers sur l'une des îles les plus isolées au monde. C'est dans cette histoire vraie qu'on va se projeter aujourd'hui. Salut, quand j'apprends le déclenchement de ce feu, ça me marque déjà parce qu'il paraît alors inarrêtable et parce qu'à peine 4 mois plus tôt, je vous présentais cette vidéo sur cette île qui m'avait vraiment fasciné. Pour rappel, ce territoire français unique au bout du monde ne compte aucun habitant permanent, mais plusieurs trésors naturels très rares. Cet incendie, il fait donc naître de nombreuses craintes. Effectivement, quand on a un mur de flammes d'une centaine de mètres de longueur, on peut avoir le nombre de lances à incendie qu'on veut, ça suffit plus en fait. À partir de témoignages et d'images en partie inédites, on va vous embarquer au cœur de cette menace existentielle pour cet endroit, je vous explique. Tout commence ce jour-là, mercredi 15 janvier, dans l'après-midi. Les personnes sur l'île découvrent alors un important panache de fumée. Sur cette île qui est l'une des plus isolées au monde, plus proche de l'orbite de la Station Spatiale Internationale que de n'importe quelle terre habitée, autant vous dire que faire le 18 pour appeler les pompiers ne sert malheureusement pas à grand-chose. Ils savent qu'ils vont devoir se débrouiller. Les flammes sont très hautes, il est fort probable qu'ils n'arrivent pas à éteindre l'incendie. Pourtant, ils sont 31 à travailler sur cette base, sans échappatoire direct, et sur cette île, il y a aussi plusieurs trésors qu'un feu pourrait faire disparaître à jamais. On va prendre le temps d'explorer ces craintes et ce qui s'est finalement passé ensemble, et pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Brut. Lorsque l'alerte est donnée, ici sur la base, le feu est signalé à environ 2 km de là, dans cette zone appelée Pointe Bénédicte, et il gagne de l'ampleur. On voyait un énorme panache de fumée, donc au début c'est le flou total, on se dit est-ce que c'est les bâtiments qui brûlent, est-ce que c'est dehors? À ce moment-là, Rémi Chazot est arrivé il y a quelques mois comme informaticien sur la base. Il m'explique que l'équipe cherche à prendre des nouvelles de collègues qui étaient en mission à proximité du départ de l'incendie. Le temps que les quelques informations arrivent, c'est assez stressant au début. Il y avait des bouteilles avec de l'oxygène, différents gaz qui auraient pu exploser. Il a fallu après arriver sur place, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de route en fait sur l'île. Alors cette situation, elle se passe à près de 3000 km de l'île de la Réunion, ici sur l'île d'Amsterdam. Face au feu qui débute à cet endroit, il y a notamment 5 points qui concentrent les inquiétudes. D'abord, ici il y a bien sûr la base Martin de Viviès. Elle accueille donc 31 personnes là pendant quelques mois pour mener des missions scientifiques qu'on ne peut faire qu'ici et assurer son bon fonctionnement. Il y a aussi tous les stocks de nourriture, les systèmes d'alimentation en eau potable et plusieurs autres installations stratégiques. Ces 31 personnes, elles ont été déposées lors de la rotation d'un navire qui a lieu 4 fois par an et donc elles n'ont pas de moyens directs pour s'enfuir. Il n'y a donc aucun moyen de pouvoir envoyer soit des avions, il n'y a pas de possibilité d'atterrissage à Amsterdam. Envoyer un bateau, compte tenu de la distance, c'est au minimum 5 jours de mer. Et on n'a pas non plus sur place de source d'eau, puisque l'ensemble de l'eau utilisée à Amsterdam, c'est de l'eau de récupération des eaux de pluie. Mais ce n'est pas tout. Dans la précédente vidéo, je vous avais aussi présenté les trésors naturels de l'île. C'est notamment ceux-ci qui lui valent son statut de réserve naturelle et son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tant qu'on n'y est pas, on s'en rend pas compte en fait, même avec les photos, ça ressemble un peu à un énorme volcan. Après, ça va être les animaux qui sont exceptionnels. Parmi les points les plus critiques, ici il y a les falaises d'Entrecasteaux qui accueillent notamment un grand nombre de ces albatros à bec jaune et ces étonnants gorfous-sauteurs qui sont toutes deux des espèces menacées. On a effectivement des albatros à bec jaune où on a près de 70% de la population mondiale qui niche sur ces falaises. L'incendie qui démarre, la priorité évidemment c'est la question humaine et de protection des personnels. Mais sur le plan environnemental, il y a ces sites en jeu sur lesquels il peut y avoir une crainte. Cette autre zone toute petite, c'est le seul endroit sur Terre où se reproduit cet animal géant, l'albatros d'Amsterdam. Il y a à peu près 200 individus dénombrés, une quarantaine de couples en reproduction. S'il disparaît d'ici, il disparaît complètement de la surface du globe. Autre enjeu, sur cette île isolée, on trouve un seul arbre né ici, le Filica arborea. C'est un arbre lui aussi très rare qui n'existe qu'à un autre endroit et qui sur Amsterdam a déjà failli disparaître. S'il a pu très progressivement regagner du terrain, c'est grâce à un important programme de restauration. Et cette mission difficile, elle a notamment pu être réalisée grâce à cette autre installation cruciale, une pépinière pour faire grandir des centaines de jeunes plants. On avait fêté l'année dernière les 10 000 plants plantés en milieu naturel. C'est un enjeu majeur pour nous. Lorsque le feu éclate, la pépinière et les zones de boisement font donc partie des points au cœur des inquiétudes. Enfin, j'ai appris qu'il y a un autre site important. Et justement, il se situe dans le secteur de Pointe Bénédicte où le feu a été signalé. Il s'agit de cette station. On m'a raconté que l'île est tellement isolée que l'air est considéré comme l'un des plus purs au monde. Cette station, elle permet donc de réaliser des mesures qu'on ne peut pas faire dans beaucoup d'autres endroits.
notamment du CO2 et de certaines pollutions. Évidemment, ces données elles sont importantes parce que on extrait la composante humaine et de l'impact humain justement et des activités humaines sur l'atmosphère. Et donc ça permet d'avoir justement ces valeurs de référence qui viennent directement également alimenter les travaux notamment du GIEC pour documenter l'impact du réchauffement climatique et puis des évolutions au niveau de l'atmosphère. Vous l'avez compris, il y a donc pas mal de risques pour les personnes sur place et pour d'autres points d'inquiétude. Mais revenons au feu qui progresse rapidement. Après l'alerte, les équipes s'organisent pour tenter de lutter contre les flammes qui commencent à gagner du terrain près de la pointe Bénédicte. On est à une dizaine de mètres, on est en face en fait du laboratoire. Le feu l'encercle plus ou moins en fait. On a des militaires qui sont formés justement pour être pompiers sur base. On a pu essayer avec des lances, avec les tracteurs, on avait des cuves à eau justement exprès pour ça. Après il a fallu prendre une décision, malheureusement ça va beaucoup trop vite. Sur la base, pendant de longues heures, les équipes s'activent. Il y a une équipe qui s'est occupée de commencer à creuser les tranchées, c'est très compliqué. Il y a une équipe aussi ça paraît anodin, mais de tondre en fait l'herbe. La préfète des terres australes et antarctiques françaises, ou TAF, dont fait partie Amsterdam, est aussi alertée. Elle se trouve à près de 3000 km de là, sur l'île de la Réunion. Donc il n'y avait pour moi aucune autre solution que l'évacuation. Il y a eu un rassemblement. La demande à chacun des personnels de rassembler des effets d'urgence. Alors selon les personnes que j'ai interviewées, des entraînements anti-incendie avaient bien été menés sur la base. Elle dispose aussi de certains équipements pour faire face à des départs de feu. Mais plusieurs facteurs comme la petite taille de l'île, son isolement, les conditions sur place, le manque d'eau, etc. ne permettent pas d'avoir des moyens de lutte anti-incendie plus importants. Sur l'île, j'ai découvert que 3 facteurs alimentent alors le feu. Les herbes qui recouvrent une grande partie du terrain et qui s'enflamment facilement. En plus, il y a connu des périodes sèches au cours des derniers mois. Et enfin, le vent attise les flammes. L'incendie avance donc en direction du reste de l'île et de la base et les menace. Le navire qui dessert classiquement Amsterdam 4 fois par an, le Marion Dufresne, se trouve alors à plusieurs jours de navigation. Au même moment, à quelques heures de navigation d'Amsterdam, le navire l'Austral est en pleine campagne de pêche. Face au feu qui gagne du terrain, la préfecture lui demande de prendre la direction d'Amsterdam pour tenter de récupérer les équipes sur place. Alors que la nuit s'approche, au cas où le feu gagnerait la base, les équipes se rassemblent pour dormir dans un hangar près de l'océan. Les images sont impressionnantes. En épaisseur, c'est pas énorme, mais c'est en longueur, c'est vraiment un mur de flammes qui vous arrive dessus, sachant qu'on est à quelques kilomètres. C'est une nuit particulière. Vers minuit, le navire l'Austral arrive enfin à proximité de l'île. Jeudi 16 janvier, le lendemain du déclenchement du feu, dès l'aube, les équipes peuvent commencer à monter à bord d'un Zodiac pour rejoindre l'Austral. Il faut savoir qu'il n'y a pas de barré naturel, de corail ou autre qui protège l'île, donc il y a toujours de la houle. Donc c'était assez mouvementé dans Zodiac après d'être récupéré sur le navire de pêche. Toute l'évacuation s'est passée dans le calme avec une chef district qui a su parfaitement organiser le départ de la base et une magnifique solidarité maritime. Toutes les personnes sur place réussissent finalement à être évacuées. Aucun blessé n'est à déplorer. Mais depuis le bateau, voici les images qu'ils arrivent à tourner. Quelques heures à peine après l'évacuation, le feu arrive finalement à la base. Les flammes et une importante fumée entourent certaines installations essentielles. Le lendemain, d'autres images permettent un premier constat des dégâts, par exemple sur la base, autour de la station de la pointe Bénédicte. Samedi 18 janvier, 3 jours après le début de l'incendie, en pleine mer, les équipes doivent quitter le navire de pêche pour tenter de rejoindre le Marion Dufresne qui a fini par arriver. Elle était un peu agitée quand même. Ça s'est très bien passé. Les marins sont très très bons. Et devoir partir aussitôt, ça a été très très triste pour beaucoup. C'est le rêve d'une vie d'aller là-bas. Dans les jours et les semaines qui suivent, il n'y a donc plus personne sur place pour voir ce qu'il se passe. Les responsables des TAF tentent de suivre l'évolution du feu via des données satellites. Le 29 janvier, il indique que le temps sec et les vents forts ont permis au feu de poursuivre sa progression. À ce moment-là, 18% de l'île a déjà brûlé. Et la progression continue, renforçant les craintes pour les installations, les arbres et les animaux menacés sur l'île. On a quand même des conditions météorologiques au-delà du volet sécheresse qui n'ont pas été favorables, en plus avec des variations dans les sens de vent. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il est allé d'un côté, il a pu progresser d'un autre côté. C'est que s'il y a une couverture nuageuse trop forte, on n'a pas forcément accès aux images. Le passage ponctuel de navires nous ont quand même permis d'avoir des vidéos et des photos pour avoir un état de la situation, évaluer l'impact aussi sur la base et sur les infrastructures. En février, cette frégate de la Marine nationale, le Floréal, prend la direction de l'île. À son bord, en plus des marins, il y a notamment des pompiers de la Réunion et des membres des TAF.
Cette mission finit par arriver sur place fin février. À ce moment-là, il n'y a plus d'incendie aussi actif qu'on a pu le voir quelques semaines plus tôt. Lorsque le Floréal est arrivé, malgré le passage de 2 fortes tempêtes, il restait encore cette vingtaine de points chauds. C'est ce qu'on appelle parfois des feux zombies qui peuvent repartir si les conditions s'y prêtent. On est quand même sur des sols avec de la matière végétale et organique. Ça veut dire qu'on a un sol qui peut maintenir des points chauds qui peuvent réémerger quelques mois plus tard. À proximité de la base, ils ont utilisé un matériel très spécifique qui permet justement d'éteindre ce foyer. En rentrant dans la base, les équipes sur place découvrent plusieurs systèmes HS. De nombreux câbles sont détruits, coupant l'électricité. Le système incendie est lui aussi hors d'usage, de même que les stocks de nourriture qui se situaient dans les chambres froides à l'arrêt. La mission met en place plusieurs mesures de sécurité. Elle déconnecte par exemple les parcs photovoltaïques, remet la ventilation ou débroussaille certaines zones exposées. Mais alors, qu'est-ce qui a pu échapper aux flammes sur cette île fascinante ? Plongeons dans ces images satellites plus récentes. À ce jour, le TAF estime que près de 55% de l'île a été touchée par l'incendie. Ce type d'événement nous le montre encore justement, c'est que on a beau prendre plein de dispositions pour les protéger, on n'est quand même pas à l'abri d'avoir des événements exceptionnels, météorologiques ou typiquement un incendie qui peut être amené à bouleverser en profondeur nos écosystèmes. Mais il y a une autre question qui m'est venue. Qu'est-ce qui a pu à la base déclencher un tel feu ? Ça brûle assez vite, on ne sait pas du tout d'où c'est parti précisément. C'est pas parti à l'intérieur d'un bâtiment, donc c'est pas un équipement qui va dysfonctionner pour réchauffer. Donc non, vraiment, là il faut attendre justement le rapport des experts. Ce communiqué de mi-mars indique que la mission d'expertise réalisée sur le site de Pointe-Bénédicte n'a à ce stade pas permis de déterminer les causes de l'incendie. Il indique aussi qu'une mission d'expertise complémentaire est en cours menée par des pompiers. Connaître les causes nous permettra de mieux prévenir des risques que peut encourir le personnel lorsqu'il reviendra sur l'île. Revenons sur l'île pour voir selon les premiers bilans ce qui a été détruit ou non par les flammes jusqu'ici. À la Pointe-Bénédicte, les bâtiments permettant les mesures de l'air n'auraient pas été touchés par les flammes selon la préfecture d'État. Mais l'alimentation électrique a été coupée. Les données ne sont donc plus transmises et la station nécessite d'être remise en service. On va avoir des séries de données qui sont évidemment utiles, notamment dans les travaux du GIEC, qui vont être interrompues. On espère, avec l'aide des laboratoires scientifiques et de l'Institut polaire, pouvoir remettre en état d'ici la fin de l'année. Dans ce cratère, cet ancien refuge et un peu plus loin cette autre cabane ont été détruits par les flammes. Sur la base, en dehors des dommages déjà mentionnés, presque tous les bâtiments ont été préservés du feu. Mais ici, la pépinière de Filica arborea a brûlé. Voici maintenant ce que ça donne si on superpose les cartes des boisements avec les cartes de l'incendie. Le Filica est vraiment dans la zone d'emprise de l'incendie tel qu'il a évolué depuis début janvier. On a des boisements quand même, des petits boisements qui ont pu être protégés, notamment des boisements des fois qui sont dans des coulées. Et puis pareil, sur des boisements un peu plus importants, on a plutôt les arbres en périphérie qui auront été impactés, mais l'incendie qui n'est pas allé au cœur du boisement. Ensuite, qu'en est-il de l'Albatros d'Amsterdam, qui a des nids seulement à cet endroit? Là aussi, superposer les cartes donne un premier élément de réponse. Il n'y a pas de superposition, ou c'est vraiment limitrophe. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a a priori pas d'impact de l'incendie sur l'Albatros d'Amsterdam. Ça se vérifiera quand même dans les années prochaines. Enfin, quels ont été les impacts sur ces milliers d'oiseaux, dont certains également menacés, qui vivent sur ces falaises? Sur les falaises d'Entrecasteaux, sur lesquelles évidemment on a la nidification de l'Albatros à bec jaune et du Gorfou sauteur. Aujourd'hui, ce secteur-là n'a pas du tout été impacté par l'incendie. Donc d'un point de vue avifole, en tous les cas, on peut s'estimer chanceux dans notre malheur. Il y a a priori pas ou peu d'impact sur l'avifaune. Face aux conséquences sur les paysages de l'île et sur certains trésors naturels, il y a un autre point important qui peut donner un certain espoir selon les responsables des TAF. J'en ai notamment trouvé une trace dans ce document de 1932. Un explorateur sur place décrit des restes de branchages carbonisés et cite des navigateurs qui aperçurent autrefois l'île en flammes. En effet, ce feu récent, même s'il marque par son ampleur, il n'est pas le premier à toucher l'île. Et donc on a des exemples de ce qui a pu se passer après. Il y a au moins 10 incendies qui ont été documentés sur l'île Amsterdam. Il y a des carnets de bord de navires qui étaient de passage à proximité de l'île, ou également depuis plus récemment de missions scientifiques qui auraient a priori ravagé tout ou partie de l'île. Et beaucoup plus récemment, en 2021, c'est un incendie de plus petite taille qui s'était propagé à proximité des falaises d'Entrecasteaux. Un an après, les oiseaux étaient de retour sur leur site de nidification et globalement, il n'y avait plus aucune trace de l'incendie. On voit bien quand même que la nature est plutôt bien faite et qu'elle a sa capacité aussi à rebondir. Alors évidemment qu'il y aura des choses qui prendront plus de temps à cicatriser. Je pense notamment au Filica arborea. Il va falloir déjà qu'on reconstruise la pépinière pour pouvoir de nouveau reproduire des plants. Effectivement, dans une autre vidéo, parlait du programme Récit qui visait l'éradication des mammifères introduits sur l'île Amsterdam. Quand on met en place ce genre d'action, c'est justement pour favoriser la résilience de l'écosystème et donc
demain, même s'il y a eu l'incendie, si on a la chance d'avoir réussi l'opération récit, en fait, il y aura probablement une régénération naturelle des filicas qui se fera beaucoup plus facilement. Enfin, face aux réparations à mener, je me suis demandé si on savait déjà si les missions pourraient recommencer, et si oui, quand. Le Marion Dufresne effectue à partir du 31 mars sa rotation habituelle. Il restera environ 9 jours. Il emmène un hélicoptère pour essayer d'endiguer ces points chauds qui pourraient rester. L'État met tout en œuvre vraiment pour remettre en place tous les dispositifs vitaux, notamment de production d'énergie, de production d'eau potable. Évidemment, avec l'isolement, c'est beaucoup d'hypothèses. Aujourd'hui, on est un peu plus entre guillemets serein parce qu'on a eu des informations avec les nouvelles missions qui ont eu lieu. Et bon courage à ceux qui retournent et qui vont faire les travaux. Si vous nous suivez souvent, vous avez peut-être remarqué quelques changements visuels. Alors j'en profite pour dire un grand merci à toutes les personnes qui ont bossé là-dessus. Sans oublier bien sûr les membres de la post-production, les documentalistes, les journalistes et les relecteurs qui m'appuient chaque semaine sur les vidéos. Leurs noms ils sont à chaque fois mentionnés ici et je les remercie vraiment. Et si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.